Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'oiseaux, mais aussi pour parler d'un méchant qui parle d'oiseaux, rien que ça. Comment ça va Sophie ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis contente, j'ai réussi à faire un petit projet pour les oiseaux du jardin. Ah, incroyable. Voilà, donc ça me fait plaisir et j'ai fait quelques photos et voilà. Ça c'est chouette. Ah, on verra peut-être ça assez vite sur Instagram ou sur Twitter. Ouais, C'est ça y est, c'est prêt. C'est prêt à partir. fantastique, fantastique. Arrobase le plumeux, Twitter et Instagram si vous voulez aller voir les magnifiques photos de Sophie. Sophie, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi donc ? Je vais vous parler de la forêt amazonienne. Oh, mais ça fait Voilà. longtemps qu'on n'y a pas été à la forêt amazonienne. Bah c'est ça faisait un moment, donc je me suis dit allez, puis il y a un petit article qui est sorti, donc voilà. Et toi, tu nous parles de quoi ? Eh ben moi je parle du plus méchant des oiseaux, je parle du pingouin, et on parle bien évidemment de l'ennemi de Batman. Et vous allez voir, il y a pas mal de trucs très intéressants concernant le pingouin à dire. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je démarre par parler d'un des plus grands méchants de la ville de Gotham ? Eh ben t'as l'air bien parti, alors vas-y, moi ça m'intrigue. Ah, eh bien c'est parti pour parler donc du pingouin Oswald Chesterfield Cobblepot, dit le pingouin, comme tu l'as dit juste avant de commencer l'émission. Le pingouin, c'est directement la traduction de The Penguin en anglais, hein, donc si on voulait être scientifiquement correct, on devrait nommer le pingouin non pas le pingouin mais le manchot. D'ailleurs, c'est sur la base de cet oiseau qu'a été imaginé le personnage. On est en 1941 dans le Detective Comics numéro 58, réalisé par Bob Kane et Bill Finger. Ce sont les deux auteurs de Batman. C'est à ces deux personnes que l'on doit le personnage de Batman. Alors, pourquoi on arrive au pingouin finalement ? Eh bien, dans l'une des premières planches de ce Detective Comics, Bruce Wayne, qui, je le rappelle, est bien évidemment Batman, Non, mais dans la vie civile. Il faut pas spoiler. Oh là là, mon Dieu, quel spoil terrible. Eh bien, Bruce Wayne rencontre ce personnage et il le décrit comme ressemblant à un pingouin. Voilà. Alors, au tout départ, le pingouin ne s'appelle pas le pingouin, il s'appelle Monsieur Boniface dans sa toute première aventure. Ah ouais. Il est portrayé toutefois par un de ses sbires comme le Monsieur Oiseau au monocle, rien que ça. Et l'un de ses premiers méfaits, c'est de voler une statuette de hibou dans un musée. Et il réussit non seulement à voler cette statuette, à échapper à Batman et à Robin, puisque ils enquêtent tous les deux, et surtout, il arrive à faire arrêter Batman et Robin par la police. Donc c'est un personnage particulièrement malin, notre cher ami Cobblepot. Comment est venu par la suite le terme pingouin ? On n'en est pas spécialement sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que son origin story, chaque méchant a une petite origin story, elle apparaît en 1946 dans le journal de Batman, et on apprend alors que ce personnage s'appelle Oswald Cobblepot et qu'il détient un business de parapluies, ce qui est assez intéressant, puisque les parapluies, outre les oiseaux, parce que vous allez vous dire, mais à un moment donné, les oiseaux, ils vont être où ? Eh bien évidemment, les oiseaux, ils vont arriver par la suite, parce que il y a une règle tacite qui dit dans les comics que apparemment le méchant doit faire des trucs qui le définissent en tant que méchant. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage qui va être l'épouvantail va faire peur à ses victimes. Eh bien, notre cher ami le pingouin, lui, il doit réaliser des méfaits en rapport avec les oiseaux. Donc, il va spécifiquement voler des objets en rapport avec les oiseaux. D'accord. Et non seulement il va voler des objets en rapport avec les oiseaux, mais il va bien évidemment utiliser les oiseaux pour ses méfaits. Donc il va avoir un dirigeable en forme de pingouin, il va pouvoir lancer des nuées d'oiseaux, il va même s'enfuir à un moment donné à dos d'autruche dans le numéro 67 du Détective Comics. Il va même avoir des sbires avec des noms d'oiseaux, Lovely Canary,
Joe Crow et Buzzard de Bunny qui vont devenir ses acolytes. Il y a même un plan, hein, Oswald a même un plan pour contrôler tous les oiseaux de la ville et larguer une toxine dans tout Gotham. Voilà, c'est quelque chose de particulièrement toujours centré autour des oiseaux. Alors pourquoi il aime les oiseaux, notre cher ami Oswald Cobblepot? Eh bien, on apprend cette information dans le Secret Origin Story Special numéro 1 de 1989 parce que c'est un personnage avec une petite taille, il est corpulent, il a un nez en forme de bec d'oiseau, il a un habit qui le fait ressembler à un aristocrate des hautes sphères de la société et il est de ce fait par sa morphologie et par son habillage rejeté par les autres enfants. Il se réfugie alors dans le cabinet d'oiseaux de sa mère, il se prend de passion pour l'ornithologie et et c'est là aussi qu'il va obtenir son autre attribut, à savoir le parapluie, puisque son père mourra d'une pneumonie, c'est compliqué à dire, lors d'une averse, et donc sa mère interdisait Oswald de sortir sans parapluie. Je l'ai dit précédemment, mais donc du coup le mot pingouin fait référence à Bill Finger qui faisait l'observation que les manchots empereurs ressemblaient un petit peu à des aristocrates, et ça va même encore plus loin parce que le personnage du pingouin, la forme du pingouin est né par la suite d'un paquet de cigarettes dont j'ai oublié le nom mais que je vais retrouver puisque je l'ai noté quelque part, les cigarettes Cool qui avaient une mascotte qui était un manchot qui avait un chapeau sur la tête, un monocle et bien évidemment puisque c'est un cigarettier, une cigarette dans le bec. Donc voilà pour les quelques informations sur Oswald Cobblepot, mais je voulais terminer par parler de Batman le défi de Tim Burton parce qu'il y a une scène où il y a effectivement des manchots qui sont utilisés. Donc le pingouin est l'un des méchants principaux. D'ailleurs, l'origin story du pingouin change un peu puisque grosso modo, il a été jeté dans les égouts par ses riches parents et il a été ensuite élevé par des manchots qui avaient été abandonnés dans le zoo de Gotham, et par la suite il a rejoint un groupe de criminels sur le thème du cirque. Dans ce film, des manchots ont été utilisés, 3 espèces de manchots particulières, des manchots du Cap, que tu connais très très bien, des manchots royaux et des manchots empereurs. Et il faut savoir que pour certains manchots, on n'a pas utilisé des vrais oiseaux, on a utilisé des acteurs, des animatroniques qui ont été utilisés par les studios Stan Winston. Ces 6 acteurs qui ont revêtu des costumes de manchots royaux. Il y a un petit making-of que vous allez pouvoir retrouver sur internet. La production voulait utiliser des manchots empereurs, mais on en avait parlé dans un précédent épisode. Les manchots apprivoisés en captivité, ça se trouve pas très très facilement. Néanmoins, au fin fond de la campagne anglaise, il se trouve qu'on a eu des manchots apprivoisés en captivité dans la réserve ornithologique de Cotswolds. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a transporté les oiseaux dans la soute réfrigérée d'un avion. Les oiseaux avaient une remorque réfrigérée, une piscine d'une demi-tonne avec de la glace fraîche chaque jour, du poisson frais parce qu'on ne se refuse rien, on est à Hollywood après tout, hein, bien évidemment. Les oiseaux disposaient également d'un garde du corps, 24 heures sur 24, rien que ça. Alors on pourrait se dire, oui mais c'est pas forcément fameux pour ces oiseaux. Il faut savoir que la grande majorité d'entre eux se sont accouplés lorsque le tournage s'est terminé, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont été de retour dans la réserve ornithologique, ces oiseaux ont donné naissance à des progénitures. Au total, c'est 12 manchots royaux qui ont été utilisés, 24 manchots du Cap qui ont été utilisés, et ensuite, numériquement,
on a multiplié l'armée de manchots pour faire croire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux à l'écran. D'ailleurs, c'est une scène très spécifique parce que si vous vous souvenez du film, les manchots ont des harnais avec des fusées parce qu'ils veulent faire péter la ville de Gotham. Ça reste quand même un film des années 90, faut pas rigoler non plus. Donc les pingouins, ils portaient des harnais spécialement adaptés. On avait mis ces harnais sur les oiseaux pour qu'ils s'y habituent progressivement. Il y avait de fausses fusées qui étaient attachées au harnais. Il y avait des casques aussi parce que dans le lore du film, le pingouin manipule les manchots par l'intermédiaire de casques. Eh bien, il y avait des casques très légers qui étaient posés sur la tête des oiseaux et qui étaient maintenus par des élastiques. Les fusées étaient munies d'embouts en caoutchouc pour protéger les oiseaux contre les pointes des fusées. Et ensuite, les pingouins étaient relâchés par des groupes de dresseurs d'un point A à un point B. Le point B récupérait du coup les manchots. C'est un autre groupe de dresseurs qui récupérait ces oiseaux. Et c'est des enclos pour chiens qui étaient utilisés pour les maintenir dans une zone spécifique. Tout cela, c'est rapporté par Human Hollywood, qui est en gros l'équivalent du label de la SPA. Aucun animal n'a été maltraité pendant ce tournage, même s'il s'est avéré qu'en 2013, je crois que c'est un article du Monde qui relatait que Human Hollywood avait pas fait toujours des très très bonnes choses. Ils avaient fait passer pour des accidents des trucs qui n'auraient pas dû passer pour des accidents. Ils prennent par exemple en considération l'Odyssée de Paille, où le tigre avait failli, je crois, se noyer ou être mortellement blessé, et ils avaient considéré qu'il s'agissait d'un accident. Donc ils sont pas tout blancs non plus dans l'équation, mais en même temps les manchots ne sont ni blancs ni noirs. Voilà l'histoire donc de Batman le défi et du pingouin incarné par Danny DeVito C'est impressionnant. dans ce film. Voilà. C'est terrible. Dis donc. On en apprend tous les jours. Mais c'est vrai que c'est une scène en plus qui est pas si longue que ça. Absolument. Donc tout ça pour ça. 4 minutes à tout casser. Et apparemment, lorsque le coupé a été arrêté, les acteurs et les manchots ont été rapatriés. Et l'un des oiseaux jouait tellement bien qu'il a été confondu par un acteur. J'ai pas réussi à retrouver là. Est-ce qu'on lui a décerné un Oscar du coup? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut décerner des Oscars à ces oiseaux pour... C'est pas le chien de The Artist qui avait reçu un Oscar, il me semble, non? C'est possible. Je m'y connais pas aussi bien en cinéma, malheureusement. Moi non plus. Hélas. Moi non plus. Mais voilà, et puis il y a aussi des effets sonores, des explosions qui ont lieu. Tout cela a été rajouté bien évidemment en post-production. On n'a pas usé de matériel ornithologique pour la scène. Est-ce que c'est dans Batman le défi aussi qu'il y a l'espèce de requin en plastique sur le... Bonne question. Alors je me souviens d'un requin en plastique, mais dans la vieille série de 68. Qui est tout en caoutchouc. Oui, c'est ça. Batman tape dessus, il est sur une échelle d'hélicoptère et on entend le bruit du caoutchouc. c'est particulièrement drôle. C'est ça, je sais plus si c'était la série ou si c'était le film, parce que je me souviens vite fait des quelques scènes du film, effectivement, où t'as les 4 gros méchants là qui sont en train d'essayer de poser des énigmes à Batman et ce genre de choses. C'est assez marrant. Le Riddler, Edward Nygma. Oui. L'homme mystère, voilà, ça y est, j'ai retrouvé son nom, l'homme mystère. Ouais. Voilà. Eh ben, non mais je pensais pas en apprendre autant sur le pingouin. Ça m'énerve ce nom à chaque fois, ça m'écorche les oreilles, je sais pas, j'ai envie de dire le manchot. Mais non, mais c'est le pingouin et ça restera le pingouin. Tout ça pour une erreur de traduction quand même, parce qu'en plus le manchot, bon, il lui manque pas une main, tu me diras, mais ça aurait pu être intéressant. Mais cela dit, on l'avait déjà explicité dans un précédent épisode, mais il y a une différence qui se fait en anglais entre manchot et pingouin. C'est le mot razorbill. Donc quelqu'un qui vous dit que oui, mais en fait en anglais on fait pas la différence. Si, on fait la différence en anglais aussi.
entre manchots et pingouins. Razorbill étant le nom du petit pingouin, anciennement pingouin torda, voilà, que l'on trouve d'ailleurs chez nous, notamment en Atlantique, si jamais vous avez la possibilité d'habiter ou de vous rendre là-bas. Un chouette petit oiseau d'ailleurs, très joli. Oui, très très joli. Et je crois qu'on peut le voir en Corse aussi en hiver, si je dis pas de bêtises. C'est possible, ça j'en sais rien. En migration, il me semble. Possible. Eh bien écoute, je pensais pas en apprendre autant sur le pingouin de Batman. Voilà. Écoute, on en apprend tous les jours, on apprend plein de choses. Ça faisait longtemps que je voulais évoquer le sujet, et puis je l'ai laissé passer, puis je me suis dit non, je vais le creuser un peu. Effectivement, j'ai découvert plein de trucs super intéressants. Mais tu connais bien le lore de Batman du coup, ou bien Oui. C'était un petit oui. Non, j'ai joué au jeu Batman Arkham. Ah oui. C'est eux qui m'ont, on va dire, instruit à l'univers du Chevalier Noir. Après, j'ai vu les 3 films de Nolan. Oui. Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Mm-hmm. Et après, je me suis intéressé aux comics pour cet épisode. Donc non, je n'ai pas spécialement plus de connaissances que ça sur l'univers de Batman, mais c'est un univers que j'aime bien quand même. Oui, c'est vrai que... Alors je dirais pas que c'est sympathique, mais c'est marrant. Il y a beaucoup d'oiseaux en plus. On n'a pas parlé de The Birds of Prey, c'est un groupe de femmes super-héros. Oui. On n'a pas parlé de Black Canary, on a parlé de Lovely Canary, mais on n'a pas parlé de Black Canary. Mais ça, c'est une héroïne. Black Canary, c'est une héroïne, et je crois que c'est la fille du commissaire Gordon. On n'a pas parlé non plus des gérantes du Iceberg Lounge. Je suis en train de te faire les fonds de tiroir de ma chronique. Le Iceberg Lounge, qu'est-ce que c'est ? C'est le nightclub du pingouin. Et lorsque le pingouin n'est pas là, eh bien, le nightclub est géré par 3 filles qui se nomment Jay, Raven et Lark. Oui, d'accord. Oui, donc Raven et Jay, évidemment. Et Lark, du coup, qui veut dire alouette en français. Désormais, après le nightclub du pingouin, de la forêt amazonienne, on change de décor. C'est pas pareil. Et alors, tu m'as teasé, tu m'as dit, j'ai un super sujet aujourd'hui. Oui, bon après c'est un peu, c'est de l'écologie, c'est de la restauration d'habitat, c'est ce genre de choses. Alors tout de suite c'est quelque chose qui moi me passionne, donc mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet un peu plus large que juste de parler d'une espèce d'oiseau, pour changer un petit peu. Et du coup on va s'envoler pour la forêt amazonienne qui est au niveau du Brésil, là où on va l'étudier aujourd'hui. Alors vous savez que le Brésil, c'est quand même assez grand, donc c'est séparé en régions en quelque sorte, et on va dans une région spécifique qui est du côté de l'océan Atlantique, donc sur la côte est du Brésil, et dans une forêt qui s'appelle justement la forêt atlantique, qui est une forêt qui est très 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 morcelée, parce qu'elle a été très détruite, toutes les actions habituelles, hein, vous connaissez, déforestation, etc. Et c'est aussi une forêt qui est l'endroit justement de reforestation et de beaucoup d'actions de conservation pour essayer de remettre cette forêt sur place, sur des endroits qui n'ont quasiment plus de couvert végétal. Donc il y a beaucoup d'actions de conservation qui se font là-bas, et donc il y a beaucoup d'études qui s'y font aussi, parce que justement c'est important pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux conserver et mieux restaurer les habitats sur place. Donc c'est de la science en plein air en quelque sorte, et c'est ça qui en fait un sujet d'étude si intéressant.
Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la reforestation et comment est-ce que on peut l'encourager, mais aussi comment est-ce que ça se passe de manière tout à fait naturelle, sans que l'homme n'y intervienne. Parce qu'il y a aussi ce genre de choses qui se passent naturellement, c'est-à-dire que la forêt, ça n'a pas attendu l'homme pour se développer, hein, ça peut se développer tout seul aussi, et il y a des mécanismes pour ça, heureusement. Et l'un des mécanismes pour ce développement va passer par des animaux qui sont frugivores, et notamment par des oiseaux. Donc, les animaux frugivores, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils mangent les fruits, hein, jusque-là tout va bien. Mais surtout, ils vont manger les graines qui sont à l'intérieur des fruits, les pépins, les noyaux, tout ça. Ça va passer par le tube digestif, et ensuite, lorsque l'oiseau va se balader, va passer à droite et à gauche, eh ben, il va faire ses fientes un peu partout, et dans ses fientes, il va se trouver les pépins, les graines, bref, toutes ces choses qui ont pu survivre au tube digestif de l'oiseau, et qui vont se développer sur le sol, là où ils sont tombés, qui est parfois à plusieurs kilomètres de l'endroit où l'oiseau a récupéré le fruit. Donc c'est quand même très très intéressant d'avoir des oiseaux pour la dispersion des espèces d'arbres, parce que tout simplement ça peut voler assez loin et ça peut disperser la forêt, donc les arbres, beaucoup plus loin que ce qu'il n'aurait pu faire tout seul ou via le vent. Et puis alors un noyau dispersé par le vent, c'est un peu compliqué, donc on a besoin de ce genre d'animaux. Rafale, ouais. Donc ces chercheurs-là, dans une étude qui a été publiée, alors que je dise pas de bêtises, elle a été publiée dans Nature Climate Change, donc c'est quand même un journal qui est pas mal, voilà. L'étude est en open access, vous pouvez aller le télécharger si vous voulez sur le site, on vous mettra le lien, comme d'habitude, et ça a été publié le 15 avril, donc c'est très très récent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh ben, ils sont allés donc au Brésil, dans cette forêt atlantique, et ils sont allés regarder s'ils pouvaient essayer de quantifier la manière dont ces espèces frugivores, ces espèces d'oiseaux frugivores, aidaient à la reconstitution de la forêt dans des endroits qui a été soit très foresté, soit plus du tout foresté, justement parce qu'on avait détruit toute la forêt autour. Et donc, ils se sont d'abord intéressés via des modèles à comment est-ce que ces oiseaux transportaient les graines, et ensuite comment et combien de forêts ils pouvaient régénérer par an, etc. Donc, ils ont commencé par séparer la forêt en petits carrés, en quelque sorte. Petits carrés qui vont être assez différents, parce qu'ils ont essayé de prendre des carrés qui contenaient plus ou moins de forêt pour avoir une sorte de gradient, en quelque sorte, pour pouvoir voir donc les effets de ces oiseaux disperseurs de graines dans différents types d'environnements. Donc on a des carrés où il y a quasiment plus de forêt, des carrés où il y a un petit peu de forêt ou pas trop, mais c'est très fragmenté, des carrés où on a des gros bouts de forêt mais avec une grosse séparation au milieu. Enfin bref, ils ont pris plein de scénarios différents en quelque sorte, et ils sont regardés un petit peu ce qui se passait et à quel moment les oiseaux, où allaient les oiseaux, est-ce qu'ils dispersaient les graines et où ils dispersaient les graines. Et donc ils ont conclu sans surprise que évidemment moins il y avait de forêt, moins il y avait d'oiseaux, puisque là tout va bien. Oui. Et donc, moins il y avait d'oiseaux, moins il y avait de dispersion de graines. Donc déjà, les endroits où il y a quasiment plus de forêt, la régénération de la forêt, du coup, se fait beaucoup plus lentement, parce que on n'a plus beaucoup d'habitat pour les espèces d'oiseaux de base, donc on n'a plus grand monde pour disperser les graines. Donc, si vous avez moins de 10% de forêt, c'est un peu raté, et il y a vraiment plus personne pour aider à la forêt à se régénérer. Donc il va falloir commencer à avoir un petit peu plus de forêt déjà pour commencer à avoir des espèces qui vont pouvoir vivre sur place et qui vont pouvoir se nourrir sur place et donc aider la forêt. Donc ils sont partis, alors 10%, 20%, 30%, 40% de couvert végétal, etc. jusqu'à quasiment 80%. Et ils ont regardé sur ce gradient si, à partir de quand, à partir de combien de pourcentage de couvert végétal, est-ce que la forêt pouvait se régénérer, et en dessous de combien de couvert végétal la forêt ne pouvait plus se régénérer de toute façon. Et donc la réponse est assez... finalement, il y a une limite très très nette dans les modèles qu'ils ont trouvés, et cette limite c'est à 40%. Donc si vous avez moins de 40% de couvert végétal dans votre petit carré que vous avez dessiné, je crois que ça fait quelques kilomètres de côté simplement, et si vous avez moins de 40% de couvert végétal, de toute façon, c'est foutu pour la régénération de la forêt, ça ne marchera plus. Les espèces qui sont sur place ne sont pas suffisantes pour régénérer la forêt, il va falloir donc les aider. C'est à ce moment-là que vont intervenir les actions de conservation. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que c'était intéressant. Ah oui. Et bien justement, ça a aussi un intérêt dans le fait que ça va avoir un impact sur les actions de conservation que l'humain va pouvoir entreprendre sur place, c'est-à-dire qu'on sait
dans ces cas-là qu'à partir de moins de 40% de couvert végétal, il va falloir aider. Donc il va falloir aider par des plantations, il va falloir aider peut-être en limitant les routes, les choses comme ça qui peuvent séparer, morceler l'habitat encore plus. Donc on va pouvoir dans ces cas-là avoir des actions de conservation qui vont être ciblées pour ces parcelles-là spécifiquement et qui vont avoir un impact dans ces cas-là. Au-dessus de 40% de couvert végétal, par contre, on se rend compte que la forêt peut commencer à se régénérer. Alors au début, ça va pas être très très rapide parce qu'évidemment, ça fait pas quand même beaucoup d'endroits pour que les espèces puissent vivre. C'est tout à fait logique. Mais après, au-dessus, plus on a de couvert végétal, évidemment, plus la forêt se régénère vite. C'est assez logique aussi. Il n'y avait pas vraiment besoin de modèle pour le savoir, mais c'est toujours bien d'avoir les chiffres. Tout de suite, ça passe mieux quand on a les chiffres et les modèles qu'il faut. Et donc, plus on a de couvert végétal, plus ça marche. Par contre, il y a un petit bémol cependant. Si vous avez une grosse séparation entre deux portions de forêt, ça va aussi avoir un impact, évidemment, sur la régénération de la forêt. Pourquoi ? Parce que certaines espèces d'oiseaux ne vont pas traverser ces étendues vides, parce que c'est pas des endroits où elles vont naturellement. Et ça, c'est intéressant parce que grande majorité des gens pensent que les oiseaux, comme ils volent, traversent sans trop de problèmes ces zones. Et du coup, c'est pas le cas. Pas du tout. Et en fait, ça concerne d'ailleurs majoritairement les plus grandes espèces. Et c'est ça qui est un petit peu contre-intuitif. Parce que on se dit, les plus grandes espèces, ils ont des grandes ailes. Ils volent plus vite. Ils peuvent voler plus loin. C'est normal. Donc un petit corridor d'une petite centaine de mètres, ça va, ça peut traverser rapidement. Eh ben non, en fait. Au-delà d'une centaine de mètres de corridors entre deux parties de forêt, les grandes espèces d'oiseaux frugivores ne se déplacent plus. Incroyable. Et c'est-à-dire que en fait, c'est que les petites espèces frugivores qui sont un peu moins inféodées à la forêt, au final, qui vont venir dans ces zones qui sont vierges de forêt et qui vont venir disperser les graines. Les grandes espèces qui vont manger les gros fruits avec les gros noyaux, qui vont du coup produire des arbres beaucoup plus épais, beaucoup plus lourds, beaucoup plus capteurs de carbone, qui sont les arbres les plus importants dans ces cas-là pour la régénération de la forêt, pour la captation du carbone et du CO2, et ces grandes espèces-là n'iront pas dans des aires qui sont trop désolées, qui sont trop déforestées parce que ce n'est pas leur habitat naturel. Et donc ils vont rester en lisière de forêt. Ils iront pas plus loin. Quand tu parles de grandes espèces, tu parles de toucans notamment ? Par exemple, oui. Okay. Oui, c'est cette taille-là à peu près, effectivement. Donc toucans et parfois des choses un petit peu plus petites aussi, les aracaris. Je sais pas si tu connais, ça ressemble à des toucans. Des toucans miniatures. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc des choses comme ça, même, c'est particulièrement inféodé à la forêt, donc ça ne sort pas de la forêt, généralement. Okay. Voilà, donc toutes ces espèces-là qui ont une possibilité de disperser les plus grosses graines ne passeront pas. On a des plus petites espèces par contre comme le tangara des palmiers par exemple, ce genre de choses qui sont beaucoup plus petits, qui vont pouvoir par contre aller se balader dans des endroits un peu plus sans couvert végétal, mais ce sont des espèces qui vont manger certes des fruits, mais ça va transporter uniquement des petits pépins, des petits trucs comme ça pour des petites plantes, ça va pas transporter les gros arbres. Et c'est aussi un problème parce que si vous voulez une régénération complète de la forêt, il faut de tout. Il faut tout l'écosystème et donc toutes les essences d'arbres pour que toutes les espèces viennent avec. Et donc cette étude a permis de mettre ça en évidence aussi et de montrer que oui, quand on a un habitat qui est trop fragmenté avec des distances trop grandes entre les différentes portions de forêt, il y a des espèces d'oiseaux qui ne migrent plus, qui ne se déplacent plus et qui du coup ne pourront plus atteindre des zones qui normalement leur seraient tout à fait accessibles. Ça c'est fou ça. Voilà. Donc c'était une étude que je trouvais très intéressante justement sur ce point-là parce qu'il y a justement ce point qui est un peu contre-intuitif et qu'on n'avait pas vraiment montré auparavant. Et c'est pour ça que c'est publié dans Nature, parce que justement, voilà, ça pose déjà des chiffres. En dessous de 40% de couvert végétal, de toute façon, la forêt se régénère plus, il faut faire quelque chose. Au-dessus de 40%, ça peut aller, mais attention au morcelage de l'habitat, en quelque sorte. Attention à ce que ce ne soit pas trop séparé entre les zones forestières. Voilà. Mais alors du coup, est-ce que cette étude, elle peut faire jurisprudence dans nos latitudes, en Europe ou aux États-Unis, parce que là on est quand même sur des milieux assez spécifiques finalement. Alors c'est possible, mais comme tu dis, c'est des milieux très spécifiques. Alors chez nous, on a aussi des oiseaux qui vont manger des fruits, qui vont manger des pépins, qui vont manger ce genre de choses. Donc on a aussi le même phénomène d'oiseaux qui vont transporter des graines à droite et à gauche. Mais je pense que la forêt telle qu'on a
n'est pas aussi inféodée à ce genre de mécanisme que la forêt tropicale, ou la forêt amazonienne en l'occurrence. On n'a pas de grosses espèces. Là par exemple, on parlait des toucans pour la forêt amazonienne. Si vous partez du côté de l'Asie, vous avez les calaos qui vont transporter aussi des graines et des trucs avec des noyaux absolument énormes et qui vont être les principaux facteurs de dispersion de la forêt, qui sont d'ailleurs très importants à conserver à cause de ça. Mais en France, on n'a pas tant d'énormes oiseaux de cette taille-là qui vont vraiment transporter d'énormes noyaux à droite et à gauche. On a d'autres espèces qui s'en chargent. On a notamment du mammifère, tels que les écureuils, ce genre de choses, qui seraient peut-être plus appropriés que des oiseaux pour baser une sorte de jurisprudence dessus. Et puis on a le jet, bien évidemment. Oui, on a le jet, évidemment. Qui lui-même est quand même responsable de certaines des plus grandes replantations dans certains secteurs. Il y avait une étude parue dans un des livres de Giroudet, dans les passereaux d'Europe, où c'était, je crois, 55 ou 65 jets sur 50 ans qui avaient planté 300 000 glands. 300 000 glands, ce qui est énorme. Hein. C'est énorme. C'est gigantesque. Mais c'est super intéressant et du coup, il faudrait refaire ce genre d'études en Europe ou aux États-Unis, en tout cas sous nos latitudes, notamment concernant la fragmentation de l'habitat, pour voir effectivement si, de facto, la fragmentation de l'habitat est aussi un facteur limitant pour les oiseaux. J'en parle assez souvent pour la pie-grièche, on en parle assez souvent pour la pie-grièche, notamment au niveau de la gestion de la nourriture, puisque la pie-grièche va chercher ses insectes sur des pelouses à proximité des lieux où elle se pose, voire où elle niche, mais pour d'autres oiseaux, c'est peut-être pas si connu que ça, quoi. C'est peut-être pas si connu que ça, mais c'est surtout que la forêt tropicale, c'est, comme tu l'as dit, c'est un milieu particulier. Au niveau des chiffres, on sait qu'on a à peu près 70% des espèces d'arbres qui sont dispersées grâce aux oiseaux et aux autres animaux notamment, et majoritairement aux oiseaux, donc c'est énorme en fait. Je sais pas si en Europe c'est pareil. Je sais pas du tout. Surtout que les forêts en plus européennes, c'est pas des forêts primaires, c'est pas de la forêt tropicale à proprement parler, qui est vraiment une forêt. Alors elle a été un petit peu modifiée par la main de l'homme, hein, on le sait, mais finalement elle n'est pas aussi gérée que celle qu'on a en France par exemple, qui est généralement complètement. Je crois qu'en France on n'a plus de forêt primaire. Je crois qu'en Europe les seuls pans de forêt primaire qui restent, ça doit être Suède. Ça doit être dans les pays scandinaves, peut-être vraiment dans l'extrême ouest de l'Europe de l'Ouest, justement. Oui. Extrême est, pardon, de l'Europe de l'Est. C'est ça, on n'en a plus parce qu'en France, la forêt est gérée alors par l'ONF, Absolument. Qui la gère très bien évidemment, mais c'est plus du coup le même schéma. L'ONF, généralement, replante beaucoup d'arbres, ils gèrent la forêt, littéralement. Ils coupent des arbres, ils utilisent de bois, enfin bref. Il y a une gestion derrière. Là, dans la forêt tropicale, c'est pas du tout le cas. La forêt n'est pas gérée, du moins dans ces parties-là, elle n'est pas censée être gérée par l'homme. C'est vraiment l'écosystème lui-même qui se débrouille tout seul. Et donc cette restauration, normalement, ne se fait pas par l'homme. En France, la restauration se fait notamment par l'humain, parce que on arrive, on plante des arbres, on plante telle ou telle essence. Alors ça se fait en fonction, évidemment, du milieu, ça se fait en fonction de l'altitude, ça se fait en fonction de plein de choses. Enfin, je veux dire, ils sont quand même spécialistes dans leur domaine à l'ONF, mais bon. mais du coup, c'est pas spécialement par les animaux que ça se fait. Une partie, oui, mais pas tout. On va beaucoup aider la forêt. Eh bien, c'est sur cette révélation fracassante que nous allons nous quitter, ma chère Sophie. Merci beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Eh bien, merci à toi, comme d'habitude. Pas de souci. Rendez-vous du coup sur Entractosciences pour te retrouver aux côtés de Julien pour parler oiseaux et pour parler paléontologie. On aura peut-être l'occasion un jour d'accueillir Julien pour parler d'oiseaux anciens. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, retrouvez Sophie sur Twitter et sur Instagram @leplumeux. Retrouvez le Courrier de la Sterne partout, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez évidemment pas à partager l'émission si elle vous a plu. Merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux et nombreuses à écouter nos élucubrations sur les oiseaux. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus. Salut à tous.